Olá, tudo bem? Je suis Céline. Je suis née en France, mais j'ai toujours eu la tête au Portugal, mon pays de cœur. Alors je l'ai exploré, je l'ai étudié, et aujourd'hui je veux t'emmener en voyage avec moi dans l'intimité d'hommes et femmes d'origine portugaise dont le destin les a parfois embarqués à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Des histoires imprégnées de saudade, de courage et d'humilité, comme un héritage aux générations d'après qui continuent d'écrire l'histoire de ce pays. Bonne traversée et até já! Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Chris à mon micro, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de la Harissa, groupe de rap hip-hop mêlant des textes en français et en portugais, ainsi que des sons de fado et de musique folklorique. Dans cet épisode, Chris nous partage ses inspirations, puisées dans les récits de son grand-père et de son père partis de Seixas pour rejoindre la France, mais aussi dans la saudade de sua terre qui l'anime depuis toujours. Lors de cette conversation, Chris nous raconte ses souvenirs d'enfance, ses débuts dans le rap, son envie de s'en sortir et d'avancer dans ce projet, malgré le peu de soutien qu'il aura des radios de l'époque. À travers la musique, il souhaite donner de la visibilité à la communauté portugaise et au pays, sans passer par les clichés qu'il déteste tant. Comment faire changer les mentalités et ne plus entendre parler de racisme quand on continue à voir se multiplier les sketchs humiliants et toujours autour des mêmes thèmes, souvent peu originaux. Mais si, vous savez, les poils, la moustache, la femme de ménage et le chantier. Dans cet épisode rythmé au son de la harissa, vous découvrirez les projets de Chris et l'histoire de son dernier titre sorti il y a quelques jours, Oxalá. Plongez dans un récit sans filtre et até já! Moi, je suis Larissa, Chris. Je suis franco-portugais. J'ai fondé Larissa, qui était donc au tout départ un groupuscule de plusieurs personnes. Donc, j'étais pas forcément tout seul, mais depuis le départ, j'ai écrit tous les textes et fait toutes les musiques de ce truc qui fait que je suis l'artiste aujourd'hui, Larissa. Donc, je suis né en banlieue parisienne, je viens de Cergy 95, j'habite à Bondy depuis une quinzaine d'années. En ce moment, avec les émeutes, bon, on va dire qu'il fait un peu chaud. Et je déménage, là, je suis entre deux cartons, là, au moment où je te parle. Donc, je déménage pour me rapprocher de chez Mickey. Voilà, côté Disney. Donc, j'ai roulé un peu ma bosse. Et puis voilà, sinon, de père et de mère, de papa portugais, de mère française. Mon père, en fait, il est do Minho, donc plus particulièrement de Seixas, qui est un village accroché à Caminha. Donc, on fait partie de Distrito de Viana do Castelo. Il est venu parce que il cherchait du boulot. Il y avait une main-d'œuvre qui était appelée encore à cette époque-ci. Donc, il est arrivé et puis il me dit que le tout premier souvenir qu'il n'oubliera jamais, c'est ce qu'il me disait quand il est arrivé en France, c'était à la gare. Et donc, il me dit le premier truc que je me souviens, c'est on prend une piqûre et on nous donne un carré de chocolat. Et on est tous à la queue leu comme ça. Et je dis, ah d'accord, ok. Donc bon, ça c'est quand tu grandis, tu vois, il t'explique des petits trucs comme ça et tu dis ok. Et il venait rechercher un peu son père qui avait, donc mon grand-père qui avait déjà été devant lui. Il a pas transité par les baraquements de Saint-Denis parce qu'il avait des amis qui étaient là-bas puisque, comme on le dit si bien alors comme je l'ai dit dans un texte avec Linda de Souza, donc paix à son âme, hein, elle est morte il y a pas si longtemps. Les Portugais, quand ils arrivaient en France, ils n'avaient pas forcément accès au HLM, donc il fallait qu'ils se démerdent un peu par leurs propres moyens. Je sais pas, je pense parfois ou alors c'est moi qui essaie de me convaincre, j'en sais rien, mais je pense que la réalité pour les Portugais n'a pas toujours été aussi rose que ce que voulaient bien nous le raconter nos parents. Parce que nos parents, ce qu'ils voulaient, c'était qu'on se sente intégré en fait en France. C'est pour ça que d'ailleurs, on a plus de Kevin que de José, ou de je sais pas trop quoi, mais bon bref, de Stéphane, de Eric, de Christophe, de je ne sais trop quoi. Donc, je pense qu'ils avaient pris conscience avec cet épisode très fort en arrivant en France qu'il fallait essayer d'intégrer en tout cas les enfants et de les mettre au mieux. Donc, je pense que c'est ça en fait le départ commun qu'on a tous, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit l'entièreté des gens qui sont nés de parents portugais en France, c'est ça. Lui, quand il est arrivé, c'est ce qu'il me dit, ce qu'il m'a raconté. Tiens, je l'ai encore eu au téléphone ce matin, puisque maintenant il vit
bah, au Portugal définitivement avec ma mère, qui est donc française et qui s'est, acclimatée en fait à toute cette culture portugaise. Il me disait qu'il avait très très froid aux mains, c'est ce qui l'avait frappé d'entrée de jeu quand il était, sur le chantier. Que quand, il a vu la neige, il s'est dit: «Ah tiens, c'est la première fois que je vois de la neige». Parce que même si on est du norte de Portugal, le nord du Portugal, c'est quand même déjà l'extrême sud de l'Europe, on va dire ça comme ça, soyons clairs. Donc voilà, donc il y avait plein de trucs comme ça qu'il découvrait et puis il m'a dit, oui, il a vu, là, comme il disait souvent, c'était une autre époque, on n'a pas vécu, les premiers arrivants, on n'a pas vécu votre époque à vous, c'est différent, donc on peut pas comparer, en fait. Nous, on est nés ici et on a été, balancés, dans une France où oui, effectivement, bon, bah, on en parlait tout à l'heure en off, quand on a commencé, où il y a des problèmes de racisme et puis, des personnes qui le sentent, d'autres qui le sentent pas. Mais en tout cas, le racisme existe. Même si certains Portugais ne sentent pas le racisme ou l'ont jamais subi. Moi, je sais que j'ai beaucoup de copains, d'amis qui sont noirs, arabes, de confession juive et tout ça, et qui me disent: «Moi non plus, j'ai jamais subi le racisme». Bon, ça veut pas dire qu'il n'existe pas, en fait. Ou j'ai pas subi l'antisémitisme, ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais il y a des gens qui l'ont jamais ressenti, et tant mieux pour eux d'ailleurs, tant mieux pour eux. Donc voilà. Après, pour ce qui est de mon père, ce qu'il me disait, c'était qu'au début, bah, il avait effectivement, il a assisté à ces espèces de ratonnades. C'est-à-dire, on courait après les Arabes et on les foutait dans la flotte. Il me dit: bah ça, nous, les Portugais, on l'a connu aussi aux alentours de Conflans-Sainte-Honorine. D'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il y avait un bal, un truc, et puis hop, ça s'énervait et on court. Tiens, bon, on va chasser du Portugais. Alors lui, il courait, il prenait ses jambes à son cou et papa, 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 avant de se faire balancer. Bon, après, ça, c'était pas le quotidien de tous les Portugais. Tu me demandes ce que mon père il a vu. Bon, ouais, il a vu des trucs comme ça, et puis quand il en parlait, je dis ah ouais, d'accord. Chérie, ça y est, on est arrivé. Dis à ma mère que tout va bien, mon père l'embrasse de Paris. Je t'écris d'un bidonville, 400 000 Portugais parqués. Autant de rats, les enfants ici sont effrayés. Pour ces raisons, avant de t'accueillir le petit et toi, il va falloir attendre un peu, mais du travail j'en ai déjà. Les HLM accueillent les étrangers d'ex-colonies en priorité. Les Portugais, eux, n'y ont pas accès. Voilà, tu comprends pourquoi il va falloir attendre dans cette taudis. Y'a même pas l'eau, en guise de veste et un seau. Avec mon père, d'ici la fin de l'année, on pense pouvoir vous faire venir, toi et maman, en France, le temps qu'on puisse mettre une somme de côté pour acheter. Même petit, ça nous suffira. Et puis par la suite, on verra les gens des baraques. C'est comme ça qu'ils nous appellent. Je t'embrasse, mais ouais, mort. Moi, je me souviens de mon grand-père qui écoutait beaucoup de fado, plus que du folklore, par exemple. Et j'ai un père qui est parti du Portugal vers ses 17 ans et qui était chanteur de bal, mais pas de bal genre pimba pimbe, tu vois? C'était genre le délire un peu crooner, tu vois? Tu vois ce que c'est, non, les crooners? C'est les mecs un petit peu à la Frank Sinatra. New York, New York. Je disais: «Ouais, c'est bien». J'ai vu des photos de lui en costard et tout, avec ses potes, et des grands orchestres comme ça de 20 ou 30 personnes. Après, il faut savoir qu'il y a une espèce de battle à cette époque-là avec l'Espagne qui est juste en face de chez mon père, et puis le Portugal do Minho, qui est très frontalier en fait, tu vois. Et c'était à celui qui avait les plus. Enfin, ils avaient des orchestres avec des cuivres, tu vois, bandas, tu vois ce que c'est. Donc ils avaient des mecs qui venaient avec des trompettes, des tubas, des trucs comme ça. Puis ils avaient, bon, c'était pas du pimbe quoi, tu vois. J'ai eu mon père qui m'a trempé dans des trucs comme Roberto Carlos. Ah, tu sais, alors pour lui c'était énorme, hein, tu sais, Roberto Carlos. Et moi, pour moi, je dis putain, ouais. En plus, bon, pour moi, il ressemblait à mon père, tu vois, parce qu'il avait un peu les mêmes cheveux, le même teint, les mêmes, tu vois, les mêmes yeux noirs, un peu comme ça. Et je dis, que je me disais, bon, bah, c'est marrant ce qu'il écoute, puis il écoutait Roberto Leal, enfin des trucs comme ça. Mais mon grand-père était très fado, mon père était très ce genre de musique un peu plus moderne, on va dire ça comme ça, tu vois. J'ai pas franchement trempé dans la musique pimp, la musique un peu campagne, enfin campagne, paillarde. Je sais pas trop comment on peut l'appeler en français. Mais je l'ai écouté, parce que ça me fait rire, parce que c'est marrant, parce que c'est rigolo, et puis à l'intérieur de ce genre de musique, bah, voilà, rebelote. Tu vois, je te parle de musique depuis tout à l'heure, tu vois? Donc c'est la musique qui est venue, en fait, m'apporter des touches comme ça, des phrases, des idées, des ressentis, des choses qui ont fait que. Et puis, ouais, après j'avais ma grand-mère portugaise qui était très, très maman, plus maman que ma propre maman. Donc fallait pas toucher, hein. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris le Portugal et aimé le Portugal. C'est par le biais des gens que je viens de te citer là.
les histoires de football qui n'en finissent plus. Le Porto, c'est mieux. Non, Benfica, c'est mieux. Enfin, bon, voilà. Toutes ces choses, enfin, toutes ces touches qu'on connaît. L'été au Portugal, évidemment. L'été au Portugal, tout le monde le connaît, cet été au Portugal. Après, ce que j'aime pas, c'est le raccourci. Bon, quand tu parles avec ta propre famille ou des gens qui sont là-bas, ah, mais toi, tu connais le Portugal qu'au mois d'août. Bah oui, si tu veux. Enfin, évidemment, quand tu as 10 ans, tu connais que le Portugal au mois d'août. Quand tu as 20 ans, tu vois le Portugal autrement. Quand on a 30, c'est encore différent. Tu fais une balance et tu te dis, bon, bah, l'air de rien, même si nous, on se plaint en France, quand tu vois que le SMIC au Portugal, c'est une catastrophe, faut être honnête. On devrait avoir une espèce de SMIC européen, on a un SMIC misérable au Portugal, faut être clair, net et précis sur ça. Pourtant, les prix, bah, t'as été les prix à la pompe, t'as mis de l'essence sûrement, tu vas acheter, tu vas faire tes courses, t'as le même caddie qu'en France, tu fais, ouais, attends, il y a un problème quand même. Donc, c'est ce qui freine beaucoup de gens franco-portugais qui auraient aimé repartir là-bas et y vivre. Mais à la fin, quand tu fais tes calculs, tu te dis, ah ouais, non. Je l'ai appris avec ma grand-mère portugaise qui faisait comme elle pouvait parce qu'elle nous gardait j'essayais de parler le portugais avec elle. Enfin, je parlais portugais avec elle, mais elle, comme elle essayait de me franciser son portugais, je te raconte pas, il y avait des exemples. Ah non, mais c'était fabuleux. Il y avait des trucs quand elle disait, tu veux du beurre? Au lieu de me dire queres manteiga, elle me disait queres boy. Era uma mistura de beurre et de je sais pas quoi, pourquoi oi à la fin, là, c'est hey boy. Alors, moi, elle était, bah, voilà, c'était un truc à mourir de rire. Moi, je me rappelle quand on allait au Portugal, que ses sœurs, elles la regardaient ma grand-mère. O que é? O que é que tu disseste agora ao garoto? Elle disait, boy, o que é boy? Bah moi, je suis un peu parti de toutes les façons possibles. J'ai fait le train, mais pas avec mes parents. Je l'ai fait avec ma tante Maria et mes cousins, Polo et José, si vous vous reconnaissez. J'ai fait évidemment beaucoup de voitures, donc ce qui a donné naissance à des titres comme Regresso a Terre, qui a été, si tu préfères, qui est un peu dans mes premiers albums, dans mes premières touches comme ça, qui est un peu parti en feu. On le voyait sur les scènes quand on les faisait, on faisait des... Je dis on parce qu'on était toute une équipe encore. Et puis, ouais, on les a fait, ces allers-retours. Après, est-ce qu'on aimait, quand j'étais gamin, ouais, je trouvais ça long. Puis après, bah, t'y prends goût. Puis aujourd'hui, bah, je prends l'avion. Mais parfois, je reprends la voiture. Je sais pas pourquoi, on me demande pas. C'est parce que voilà, c'est des envies. Puis comme je pars souvent en pleine année et que c'est souvent sur un coup de tête, je prends la voiture et ça me rappelle des choses qui remontent comme ça à la surface parce que je me dis ah ouais, ah ça c'était quand c'était arrêté, ah ouais, je me souvenais pas de là. Alors après c'est pas, je sais pas si t'as déjà traversé l'Espagne du côté, les routes sont pas forcément super top, les hôtels en briques orange, mais bon tout ça tu prends goût l'air de rien et tu fais bon bah. On passait surtout du temps à Seixas parce que évidemment mon père ne voyant pas sa famille de toute l'année, il fallait bien qu'il reste là-bas. C'est en devenant la Harissa et en commençant à traverser le Portugal avec Mécène que j'ai pu visiter le Portugal du nord au sud, en passant par l'est et l'ouest. Donc on a fait un peu le tour, j'ai vu plein de trucs. Voilà, j'avais aucune idée de ce qui pouvait se passer sur certains endroits. Je trouve qu'à Beira Baixa, par exemple, je trouve que c'est magnifique, on n'en parle pas assez. Ils ont des coins juste fous, surtout tout ce qui est limitrophe à Alentejo. C'est des endroits que je kiffe bien, et quoi qu'il en soit, il faut toujours que je revienne vers le nord, parce que il n'y a rien à faire, je suis de là, et c'est lui qui m'appelle. Donc je ne peux pas passer... Même si tu me dis, ouais, on va passer une semaine à l'Algarve, je vais te dire, ok, mais est-ce qu'on peut passer par le nord 2 jours avant parce que, je sais pas, je vais t'inventer un truc. Faut que je dise bonjour à ma terre, surtout. Et l'heure d'aller là-bas, allez, ne pleure pas, car il faut tailler, c'est difficile de les quitter. C'est ma terre et mon songier, ma famille, ma vie et le village où mon père est né, mais j'emmène avec moi la
J'ai pas remis ça sur mes enfants, je pense que ça se fait naturellement. C'est pas moi qui l'ai voulu absolument, c'est que eux maintenant ils ont pris goût à aller au Portugal. Et puis tu sais, j'ai des enfants qui sont très jeunes encore et qui, bah, tu sais, quand ils vont là-bas, ils te sortent des trucs comme ah, c'est pas comme en France, les gens. Ah, les gens sont pas comme en France. C'est-à-dire, parce que ça, c'est pas un truc qui vient du mois d'août, c'est pas parce qu'il y a du soleil, c'est pas parce qu'il y a la mer. Tu vois, j'ai les enfants, je sais pas si tu partages mon avis ou pas, mais tu as des enfants de 10 12 ans là-bas, quand tu parles avec eux, tu te dis, ah ouais, non, ils sont déjà adultes. C'est- il y a une autre approche en fait, tu vois. Heu, Après, bon, évidemment, ils font leur truc d'enfants et c'est différent, c'est vraiment très différent. On a une façon de se comporter au Portugal qui est pas forcément la même, ce qui fait un peu la fêlure des fois quand toi, en tant que franco-portugais, tu te ramènes au Portugal et puis, bah, tu te fais parfois un peu tailler ou vanner. Alors, enfin, moi, j'ai vu plus de vannes et plus de trucs qui partaient comme ça, ce qu'on appelle les balles perdues, tu vois? Sur des mecs qui venaient et qui jouent un peu les Américains, tu les connais, hein, ils viennent avec leur super Nike, toute neuve, la BM qui fait vroom vroom, tu sais, pour bien en mettre plein la gueule à tous, aux gens du village. Et ça, c'est pas un kiff que j'ai depuis que je suis tout jeune. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de fuir parce que c'est pas je vais pas au Portugal pour ça. Je vais pour me ressourcer et prendre du bon temps et surtout me retrouver. Tout ça pour dire que bon, le Portugal, quand on le vit, on peut effectivement le vivre comme un vacancier au mois d'août et on peut le vivre tout simplement, comme portugais, d'âme et de sang. C'est ce que je fais. Les Portugais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand ils viennent et ils émigrent ici en France et puis qu'ils font leur progéniture, ils leur apprennent quoi? Tout ce qui est bon et joli et bien du pays. Ils allaient pas nous apprendre qu'il fallait détester le Portugal parce que Salazar c'était un con, parce qu'il y avait, il y a eu la révolution et puis ils nous apprennent pas ça. Ils te font bien comprendre que là-bas, il y a tes cousins, tes cousines, ta famille, évidemment tes grands-parents, que ce village fait aussi partie de toi, ce village là-bas ou cette ville d'où tu viens. Je le vois bien quand je fais des concerts en France. Tu sais, souvent on s'amuse à faire. Il y a le Portugais du Sud, ah, t'as trois mecs qui lèvent la main. T'as les Portugais du Nord, ah là ça crie. Puis alors Portugais du Centre, ça crie. Puis quand Portugais du Nord, bah c'est mort, t'as cassé le toit. On provient tous d'une immigration. Enfin, l'immigration portugaise, elle vient d'endroits qui n'étaient pas forcément desservis. C'est très rare d'avoir des Lisboètes et des mecs de Porto, si tu préfères. Nous, notre Portugal à nous, en tant que franco-portugais, il est évidemment toujours plus lié au rural, aux campagnes et à Ardeias que réellement aux grandes villes, pour être honnête. J'ai appris le Portugal de la même manière que les autres, mais avec toujours un œil, avec une approche un peu différente. Par exemple, je vais te dire un truc tout con. Quand j'étais en maternelle, qu'on était on était encore en cité HLM à Conflans-Sainte-Honorine, justement, c'est là que j'ai fait mes premiers pas, on va dire. Ma mère a déboulé dans une école pour. Elle s'est énervée. Moi, je comprenais pas. J'étais petit, j'ai vu les papiers voler partout et tout, parce qu'à la cantine, tu sais, quand t'es petit, bon, bah, ils avaient mis dans l'assiette du hachis parmentier. Et nous, à la maison, on n'était pas habitué à manger du hachis parmentier. Alors, hachis parmentier, tu sais, c'est une purée avec des petits bouts de viande dedans. Et moi, je sors une connerie, j'ai ah non, je mange pas, il y a des crottes de nez. Ça fait rigoler les copains. Et là, la bonne femme qui servait à la cantine, qui me dit ah, tais-toi, toi, chez vous, vous mangez je sais plus trop quoi, et des pois chiches. Ma mère, elle a entendu ça, ni une ni deux, elle est partie là-bas, et bon, bah, elle a gueulé, quoi. Donc j'ai plus ce regard-là parfois sur cette espèce de relation qu'il peut y avoir entre les Français et le Portugal. C'est pour ça que j'en veux énormément aujourd'hui à des espèces de... Je citerai par leur nom, c'est pas intéressant. Des espèces de mecs qui font des trucs sur YouTube. Que ça va, là, vous parlez comme ça. Là, je me dis, ouais, c'est marrant, c'est rigolo. Ça me rappelle au début tonton Joachim ou tonton Carlos des années 60-70 qui avait un peu cet accent-là. Mais je pense pas que ce soit une bonne image pour nous les Portugais. Déjà, tout ce qu'on mange sur la tête, tout ce qu'on a comme étiquette, comme cliché, je pense pas que ce soit je comprends pas en fait où on veut aller comme ça. C'est pas le Portugal, ça. Ça, c'est le Portugal. Comment dire, va imaginer le bon beauf de première à travers
voilà, l'imagerie du Portugal va te passer à travers les poils, la moustache, le maçon, mais j'ai rien contre les maçons, mon père est enfin voilà, c'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que ça, tu vois? Il se passe plein de choses au Portugal, on est exotique, on a des trucs regarde où la dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui me disait: «Ah, c'est trop bon, les pastels de nata». Bah oui, mais bon, tu as attendu 30 ans pour, ça fait 30 ans que je connais ça moi, tu vois? Tu as attendu combien d'années pour on a on n'a pas le droit. Parfois, je me dis, en tant que Portugais, on n'a pas le droit d'amener des trucs en France parce que sinon, c'est deg d'entrée de jeu, c'est pas bon. C'est comme dans, je sais pas. Alors, tout ce truc-là de sketch, mono-sourcil, une dent en moins, je suis crade, je pue, machin. Bah ouais, faut pas s'étonner après que, même si nous, on s'autoflagelle avec ces conneries-là, faut pas s'étonner que une partie, en tout cas, de la France continue à nous mettre cette étiquette et je trouve ça honteux, tu vois. Alors qu'il se passe tellement de belles choses de l'autre côté, comme les pastels de nata. Pastéis de nata. C'est un exemple, je pourrais t'en donner mille des exemples comme ça. La concierge et le maçon, en fait, moi, me bloquent pas du tout et je suis très fier de venir de cette famille-là. Je suis juste, et je pense comme toi, parce que souvent on dit ouais, la concierge et le maçon, on n'est pas que ça. Mais oui, on n'est pas que ça. Et puis, mais j'en ai surtout pas honte, au contraire, je le mets en avant, tu vois? Moi, ça me fait rire quand j'entends des mecs qui me disent: «Ouais, moi, je viens, d'un peuple qui a beaucoup souffert, je viens d'un endroit qui a beaucoup ci ou» bah, nous pareil, sauf que, je me demande parfois si c'est vraiment bon de le rappeler tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Après, les étiquettes, les clichés, c'est ce qu'on bouffe, à tire-larigot, ici, en tout cas en France. Ça devient gênant, tu vois? C'est comme du poil à gratter, ça s'en va jamais ce truc-là. Et j'ai pas dit poil à gratter parce que les Portugais encore avec les poils. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est toute cette, imagerie bidon que tu sais, que je combats, depuis, le premier album, que je retrouve, aujourd'hui, mis en avant. Je sais qu'ils le font pas exprès, tu vois? Mais mis en avant. Enfin, je sais pas quoi, moi, quand je vois des mecs qui font, «Alors maintenant je peux faire le portugais» et puis que le mec il se colle des mono-sourcils, il prend un air de gogol dans le regard et puis il enfonce sa tête dans ses épaules, je me dis: «C'est pas possible», enfin voilà. Alors qu'on a, tellement de belles choses en parallèle à présenter. Bon bref. Je parlais pas portugais du tout à la maison, en fait, comme ma mère comprend, elle comprend le portugais, mais elle parle pas du tout le portugais. Mon père, bah, il utilisait toujours, le français, donc c'était une tannée, parfois pour parler portugais. Je me suis amélioré avec les années parce que je m'y suis intéressé et parce que j'ai aimé et puis parce que je trouve que cette langue, elle sonne, elle claque, elle est belle. Moi, je me souviens, tu sais, je vais te dire un truc con et c'est là que tu dis, c'est de ça dont on a besoin, c'est, Béatrice Dalle, qui est en interview à la télé et qui dit: «Ah moi j'adore la langue portugaise, je trouve qu'elle chante, elle chuinte, elle est superbe, je resterai des heures à écouter les Portugais parler». Et si tu quand elle a sorti ça, à ce moment-là, j'ai mon cœur, il a fait, 3 saltos parce que je me suis dit: «Putain, pour une fois qu'on sort du côté, machin, machin, truc, alors je suis comme chaque semaine, ouais, c'est bon, ça va, et tu te dis: «Putain, mais mortel, quoi», tu vois? Il y a quand même ce sont ces gens-là qui font, quand par exemple ils partent, au Portugal sans a priori, qui font la publicité d'un Portugal, et pas que lisboète, pas que d'un Portugal, carte postale, tu sais? Lisbonne, ses rues étriquées et ses couleurs de oui, bien sûr, mais il y en a un peu partout ça, en fait, tu vois? Quand tu te balades d'un point à l'autre du Portugal, évidemment, tu auras plus de maisons blanches, côté Algarve ou même au nord, tu auras plus de pierres, de trucs comme ça. Mais tout le Portugal, il est un peu fait comme ça, tu sais? C'est des petites ruelles, des azulejos partout et ça, c'est des choses que j'aimerais qu'on mette plus en évidence. On parle que de Lisbonne parce que tu as des gens qui font la publicité de Lisbonne parce que c'est la capitale ou de Porto, maintenant, qui est en train de devenir à la mode et tant mieux parce que, si tu me demandes à choisir, je suis plus attiré par Porto, par exemple, que Lisbonne, même si j'aime beaucoup Lisbonne, tu vois? Mais je sais pas, il y a un truc à Porto, il y a une ambiance, il y a une magie et ça, les gens comme les acteurs, français type Béatrice Dalle ou autres, qui viennent avec, qui rapportent aux yeux des Français, de France, une image, une belle image comme ça, bah, pour nous, c'est bon. Ça nous permet de pouvoir, montrer d'autres choses derrière, parce qu'il y a d'autres choses derrière, tu sais? Moi, je vois par exemple tout le nord du Portugal qui est beaucoup plus sauvage, où il y a beaucoup moins de tourisme,
qu'on soit un pays de tourisme, c'est bien. Qu'on reste un pays de tourisme, ça peut pas. Donc aujourd'hui, on peut faire de belles choses au Portugal. Oui, il y a beaucoup de Français qui s'expatrient à Lisbonne, qui s'expatrient sur Porto, qui s'expatrient sur tous les retraités sur l'Algarve. Mais est-ce que c'est pour l'amour du pays? Est-ce que c'est pour... on sait bien qu'en fait, il y a une relation thune là-dedans, tu vois. Est-ce qu'on va être limité à ça? Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin? Expliquer que, voilà, on n'est pas que ça. Je sais pas. Mais en tout cas, on ne pourra pas compter sur les gens qui nous mettent dans des clichés, ça c'est sûr et certain. Mon pays c'est une dinguerie. Des plages à l'infini, du soleil de vrais amis. Respecte les canards, je te l'ai déjà assez dit. Il y a une communauté portugaise, c'est celle-là qu'on est en train de parler, qui veut être toute petite et être la communauté silencieuse, celle qui fait pas de bruit. Moi, tu sais, je travaille, la personne avec qui je travaille directement, c'est mon bras droit, enfin, c'est même plus mon bras droit, c'est un peu ma moitié du coup, c'est Silver. Donc, il travaille avec moi et lui, il est d'origine asiatique, d'origine asiatique. Il est né en France, de parents chinois. Et c'est pareil, tu vois, je vois beaucoup de similitudes avec cette communauté, entre la communauté portugaise d'un côté, la communauté chinoise de l'autre, qui veulent absolument, vivre entre eux, quelque part, tranquillement, sans faire de bruit, ne surtout pas perdre toute la culture, toutes les petites fêtes, voilà, euh, les traditions, voilà, cherchez le mot, qui veulent absolument pas perdre le côté tradition, mais qui voient leurs enfants vivre à l'heure des autres, à l'heure française, avec les autres, et en partant devant comme ça avec les autres. On a vécu ça. Aujourd'hui, en 2023, on assiste à autre chose. Et c'est ce que moi j'assiste pour mes enfants qui sont tout petits, je te dis, voilà, ils sont dans la dizaine. Je vois beaucoup plus que ce qu'il y avait auparavant, beaucoup plus de communauté, de communautarisme, en tout cas de repli sur soi-même. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? J'en sais rien, je peux pas te dire. Tu sais, le modèle France et le modèle, par exemple, anglais est pas du tout le même. Les Anglais poussent au communautarisme et finalement, quand on regarde, l'air de rien, ça se passe mieux chez eux que chez nous. Donc, est-ce que le vivre ensemble, c'est vraiment ça qu'il faut pratiquer, ou est-ce que c'est respecter les communautés qui veulent vivre entre communautés? Ça, c'est différent, tu vois, parce que dedans, tu as le mot respect d'un seul coup. On parle ouvertement. Moi, ce que je n'aime pas, en fait, aujourd'hui en France, s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est ce mot vivre ensemble. On peut vivre ensemble en étant chaque communauté. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aimer la communauté indienne, que je ne vais pas aimer la communauté maghrébine, que je ne vais pas aimer la communauté africaine ou antillaise ou... Tu vois, je vais aimer, mais je veux vivre mon Portugal à moi. Et je pense que les Portugais, aujourd'hui, il y a une espèce de sursaut identitaire qui est en train de se faire dans toutes les communautés en France et que c'est pas assimilé par tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu as des gens qui se réveillent portugais sur le tard parce qu'ils savent qu'ils le sont dans le fond d'eux-mêmes. Et ils ont tenté, ils ont ramé, mais tout les remet, tout les pousse et tout les rattrape. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas des vrais Français. C'est ça en fait c'est la différence que je fais entre le système France et le système anglais. Il y a deux façons de faire. On voit des flics en Angleterre qui portent le turban et tout ça, ça choque personne. Et la France, je sais pas, parfois je me dis, est-ce qu'ils ont pris le bon modèle? Peut-être pas. Est-ce que c'est si grave finalement que chacun se communautarise? J'en sais rien. Je peux pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien aujourd'hui, tu vois. Je regarde juste, je vois que ça se fait tout seul. Mais ça me fait pas flipper, ça me fait pas peur, en fait. On est en Europe, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont fait quoi? Ils ont mis les Indiens, ils les ont parqués, ils ont dit, tiens, ça, c'est une réserve indienne. Moi, je voudrais pas qu'ici, on dise, tiens, ça, c'est une réserve, je sais pas, j'en sais rien, Portugal, et puis il y a que les Portugais qui vivent là-dedans. Non. Mais force est de constater, on est bien d'accord, il y a beaucoup plus de Portugais. Tu prends par exemple Île-de-France, tu sais bien que les Portugais ont voulu rester un petit peu connectés entre eux et que dans le 94, tu auras toujours plus de Portugais que forcément autre part. C'est comme ça, ça s'est fait tout seul. Personne n'a parqué personne. Oui, je te dis la vérité, moi, il y a des rues dans lesquelles je préfère me balader parce que, tiens, j'ai 3 cafés portugais, j'ai deux boulangeries portugaises, j'ai un boucher au fond qui me fait ce que j'aime bien, comme là-bas. Oui, quand je passe dans cette rue, je suis bien, j'aime, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas aimer d'aller dans d'autres rues. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller fréquenter le quartier chinois. J'aime bien le quartier chinois aussi, tu vois. Il y a des choses comme ça qui me paraissent bizarres des fois, parce que quand on dit « Oh, les gens, ils veulent vivre en communauté », bah oui, mais si on se sent mieux, et ça ne veut pas dire qu'on t'aime pas, ça veut dire on se sent mieux. Donc, je ne comprends pas cette crainte, cette peur du communautarisme.
Après, bon, si c'est le communautarisme pour vivre que entre soi, ça, c'est pas bon. Pour moi, à mon avis, c'est pas bon. Mais on peut faire les 2. On peut faire les 2. Enfin, je suis désolé, quoi. Si je préfère le Porto que le Ricard, c'est pas pour ça que je suis communautariste, tu vois. Je veux dire une connerie comme ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. On peut très bien préférer être portugais et préférer les croissants que le pastel de nata le matin parce que on est plus habitué et que c'est qu'un peu, ça va être un petit peu notre côté très France. J'étais un enfant sage jusqu'à devenir, bon, dans mon adolescence, préadolescence, un peu plus rebelle, entre parenthèses. Je pense que c'est à travers le rap que j'ai pu tout balancer. J'ai occupé mon enfant. Il y a le côté enfant, après il y a le côté préado et après il y a le côté ado. Enfant, bah, j'étais un enfant calme, très très malade parce que je faisais de l'asthme à tire-larigot, donc j'étais sous traitement et tout, donc j'ai pris beaucoup de distance avec le parcours scolaire normal. Je suis parti une année complète après, on va dire comme ça, en Auvergne pour reprendre du souffle, hein, et puis arrêter un peu tout ce qui était cortisone et compagnie pour essayer de soigner ce truc-là, qu'est l'asthme. Et puis par la suite, bah, je suis revenu et je sais pas, j'ai senti vers mes 14 piges que bah, il se passait quelque chose en moi, tu vois. Je traînais avec les mecs du quartier et puis j'ai beaucoup évolué dans les histoires de graffiti. Et après, bah, j'ai connu les histoires de quartier. Voilà. Donc jusqu'au jour où à peu près à 19-20 ans, j'ai été présenté au tribunal de Nanterre et j'étais avec ma mère pour port d'armes illégales, avec toutes ces histoires bêtes et méchantes. Et là, elle m'a demandé: «Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie?» Et c'est là que j'ai réfléchi, j'ai dit: «Non, je peux pas continuer à faire l'imbécile. Moi qui étais un enfant très sage et qui suis en train de devenir, je sais pas justement, tu vois?» Donc j'ai projeté toute cette ambiance, ce côté un peu sauvage qu'il y avait en moi dans la musique. Et c'est comme ça qu'après, j'ai cheminé pour m'en servir de ça pour aller vers la harissa. Alors bon, au moment où on fait je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler l'interview. Non, le podcast, on est en plein dans les émeutes. Et qu'est-ce qui se passe pendant les émeutes? Tout le monde essaie de savoir pourquoi, le pourquoi du comment. En fait, c'est que rien n'a changé. Quand tu vis en banlieue et que tu vis la banlieue et que tu vis, on va dire, avec les gens du quartier comme toi, souvent, il y a une espèce de souffle qui revient et qui tourne comme ça, cette idée-là, qui dit que bah, quoi qu'on fasse, quoi qu'on entreprenne, ça n'ira nulle part. On va dire ça comme ça. Mon côté très portugais, du côté de mon père, mes cousins et tout, eux, avaient ce truc beaucoup plus ancré en eux qui était, mais si, avec le travail, on y arrive, avec le travail, on gagne de l'argent. Puis, moi, je sais pas, j'avais un côté où je disais, oui, oh, tu parles. Quand tu es à l'école et qu'on te dit, qu'est-ce que tu veux faire, tes résultats sont trop moyens, il faudrait peut-être penser, ouais, tu dis: «Bah, je vais faire comme mon père». Donc tu sais, tu as toute cette ambiance qui vient et qui te dit: «Bah, écoute, tu vas arriver à rien et puis tu vas à nulle part». Et ce truc-là, bah, en fait, c'est du négatif. Et pour transformer ça en positif, bah, l'air de rien, c'est où il t'arrive des galères et à un moment donné, bah, pour moi, ça a été, le côté, «Ah merde, je suis quand même, j'ai ma mère à ma droite, je suis là, voilà, tu vas prendre du sursis», enfin voilà, machin. Tu te dis: «Bon, première et dernière fois ou première fois d'une longue liste derrière», tu vois? Et là, tu prends un peu conscience et tu te dis: «Non, il faut vraiment que je fasse quelque chose de ma vie», malgré le fait qu'on entende que, bah, on va arriver à rien, que tout est trop difficile, trop haut. C'est pour ça que c'est très important les gens qui t'entourent. Moi, je vois par rapport à mes enfants, je veux pas que, ils se fassent pourrir par cette mentalité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, au moment où je te parle, bah, je vais déménager, mais beaucoup plus pour mes enfants que pour mon bien à moi. Parce que je veux pas que cette mentalité les enferme. Et tant que ces jeunes-là qui font des conneries sans jamais trop savoir pourquoi ils les font, parce que je te promets que si tu les attrapes un par un, ils te diront tous: «Ouais, mais de toute façon, en gros, il y a nos futurs». C'est le côté, il y a pas: «Ouais, bon, on connaît la suite, il y a rien pour nous» et patati et patata. Si tu t'enfermes là-dedans, c'est mort. Si tu t'enfermes là-dedans, c'est mort. Donc moi, je sais pas, j'ai eu la chance, j'ai eu aussi des parents qui m'ont bien expliqué que si, il y avait plein de choses qui étaient faisables, mais qu'il fallait les faire comme ci et pas comme ça.
Moi, j'habite, très tôt, donc Éragny, Cergy et très tôt aussi, je m'éloigne du cocon, pour, vivre un peu ma vie tout seul, mais je reste toujours sur les alentours de Cergy, Cergy-le-Haut, Vauréal et toute cette zone-là, bah, j'ai plein de copains, plein de potes et puis on fait, tous donc du rap, voilà. Et en grandissant, je me dis que voilà, je suis bon, mais il me manque un truc. Dedans, il faut que j'inclue quelque chose qui est de moi, que je sens au fond. Donc quand je commence à le faire, je sais que je suis critiqué. Ça se fait pas, c'est pas normal. Mais je m'en fous. Je pense que c'est une force intérieure qu'il faut avoir quand tu es, artiste, c'est de pas forcément écouter, déjà pas écouter les modes et faire ce que toi tu veux faire. Et c'est ce que j'ai fait. Parfois, non. En cours de route, je vais te l'avouer, hein, je me suis perdu sur quelques. Mais je pense que ça fait partie de tous les trajectoires d'artistes. C'est qu'à un moment donné, c'est pas que tu te perds, c'est que tu essayes de relever des défis. Mais bon, je vais revenir à ça plus loin. Je me fais la main en allant rapper dans des radios associatives du côté de Franconville. Je fais rencontre avec quelques DJ. Je m'en vais sur des radios associatives du côté de Persan, du côté de bon voilà, plein d'endroits comme ça où bah évidemment voilà, on rappe sur des instrus et puis on fait ce qu'on peut. Mais c'est rigolo parce que tu sais avec tes potes et puis tu passes ton temps comme ça. C'est l'air de rien, c'est mieux que de tenir les murs et de fumer ou de boire jusqu'à pas d'heure, tu vois. Je travaille le samedi et le dimanche avec mon père pour bah, dans le bâtiment pour m'acheter mon matériel parce que j'ai des trucs en tête, tu vois. Je veux un synthé comme ci, je veux un truc comme ça, mais ça vaut hyper cher. Donc, je vais me lancer là-dedans et puis on va y aller petit à petit. Et puis j'ai appris la musique comme ça. Bon, mon père, lui, il a l'oreille. C'est quelqu'un qui est très doué et qui est un mélodiste en fait. Je pense que je tiens ça de lui. J'invente des mélodies assez facilement. Je m'en rends compte, mais je me dis, tiens, dans le rap, il n'y a pas beaucoup de mélodies non plus, donc de temps en temps, on en mettra, mais bon, on va pas en mettre partout. Et puis petit à petit, bah, j'entends parler de ce qu'on appelle l'autoproduction. Donc je commence à me lancer dedans après ce que je te disais tout à l'heure, cette prise de conscience. Et je me dis, tiens, j'arrête de traîner, ça sert strictement à rien. Je commence à me construire une vie autour de ma musique et puis je vais mettre mes origines en avant. Et là, je vois que, bah, du coup, ça choque. Ça choque le milieu bien pensant du rap français. Tiens, des Portugais dans le rap, qu'est-ce que ça veut dire? N'importe quoi. Donc enfin j'entends ça, je me rappelle, sur une radio, qui existe encore, qui s'appelle, bon, pour pas la nommer, Génération. Et donc, bah, je suis là, je regarde le mec, je regarde le type, pauvre type, et je lui dis en fait, oui, il me dit: «Je comprends pas», en off, il me dit: «Je comprends pas, portugais, pourquoi?» Il dit: «Mais bon, je vais te poser la question en interview». Je dis: «Ah, c'est bizarre ça». Et le gars me sort: «Ouais, je comprends pas pourquoi les Portugais vous faites du rap». Et je dis: «Bah, je sais pas, moi je comprends pas pourquoi un blond aux yeux bleus comme toi bah oui, est animateur». Alors du coup, tu vois? «Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que vous avez raconté?» Je dis: «Bah, exactement la même chose que ce que racontent finalement tes potes». Parce que là, depuis tout à l'heure, tu me parles des gens qui sont en place et qui ils sont issus des mêmes, bah, de la même base que moi, quoi. Base immigrée, base de fils d'immigrés, base de voilà. «Ouais, mais il y a de moins en moins de Portugais qui vivent en quartier». Je dis: «Bah, désolé, excuse-nous, on fait au max pour, tu vois, pour en sortir aussi en même temps», tu vois? Donc parfois on y reste par choix. Il y en a aussi qui restent par choix, hein, qui se disent: «Je préfère rester, tu vois, dans un HLM et puis finalement, tu vois, il y a pas de mal, hein, à ça et puis finalement me construire une super baraque au pays». Je sais pas, tu vois? Il y en a qui l'ont fait, ou pas. Donc en fait, et là, tu es obligé de stopper les interviews et dire: «Écoute, c'est quoi? Si tu veux faire si tu veux faire de la géopolitique, va falloir qu'on soit clair parce que là, je comprends pas en fait là où tu veux en venir». «Ouais, mais vous avez été les plus gros esclavagistes au monde». Je dis: «Les plus gros esclavagistes au monde?» Je dis: «Mais alors, en ce cas-là», je dis: «Si c'est ça, ce que tu as dans la tête», je dis: «Qu'est-ce que je fais sur ce truc-là? Moi, j'ai mis qui en esclavage, moi?» Et donc, du coup, tu te dis: «Oh là, attends, c'est quoi ce truc-là? On est en train de rentrer dans quelque chose qui va pas». Mais si je l'avais entendu qu'une fois, si je l'avais ouais, j'allais dire subir, mais c'est pas le mot parce que moi, je subis pas, moi, j'aime pas ce mot. Si je l'avais entendu qu'une fois, je dis: «Attends, une fois, 2 fois, premier album, bah, je vais, dans les locaux de chez Skyrock et là, le mec nous regarde, est-ce que c'est bien légitime, portugais, faire du rap?» Là, tu dis: «Bah, attends, mais je vis dans une autre planète, c'est un truc de fou, quoi». Compliqué de trouver sa place là-dedans parce que tu as le cul entre 2 chaises, tu veux représenter ta communauté, mais tu vois bien que de l'autre côté, on te laisse pas faire. Et avec le temps, jusqu'au jour d'aujourd'hui, bah, pour être, là je vais sauter du coq à l'âne, mais même quand tu dis
bah, les gars, enfin, je sais pas, prenez conscience, quoi. Les Portugais, c'est des latinos. Enfin, en tout cas, tu vois, l'Amérique latine, c'est 2 langues. C'est et l'espagnol et le portugais. Et ben, même là: «Ouais, mais non, vous êtes pas des latinos parce que les latinos, c'est les espagnols». Je fais: «OK, d'accord. Je suis pas espagnol. De toute façon, je me plierai pas à ce jeu de faire l'espagnol, je suis pas espagnol. Je j'ai pas envie. Je me sens pas, j'aurais pu, hablar espagnol et voilà et puis hop, on partait comme ça, tu vois? C'est rien du tout. Et donc tu te dis, tu es en France, tu es portugais, tu es là une des plus grosses, voire la plus grosse par rapport à chaque pays, communauté qui est présente, mais tu pas le droit de parler. Parce que dès que tu parles, c'est: «Ah bah non, ça tu pas le droit ça. Ah bah non, ça c'est le terrain d'un tel. Non, non, ça tu pas le droit non plus». Tu vois? Donc à un moment donné, tu te dis: «Bah attends, c'est des fous les gens». Tu vois? Mais il faut faire avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu fasses avec ce truc-là. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je développe mon identité. C'est comme ça, en intégrant petit à petit, des, des, des trucs, par exemple, Progresso à terre, je t'en parlais tout à l'heure, un gros rythme bien de chez nous, range folklorique, où tu vois, pom, 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 et puis hop, un truc de rap dessus, et hop, tu racontes ta vie, mais ta vie de portugais. Et ben d'un seul coup, on est plus intéressant, tu comprends? On n'est pas intéressant. Alors que le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage, c'est très intéressant, tu comprends? Toi, c'est pas intéressant. Toute la différence, elle est là, en fait. Et là, tu te dis: «Ah ouais, d'accord, donc en fait, c'est pas grave, je m'en fous, en fait», tu vois? Parce que je vais passer mon temps à essayer d'expliquer le Portugal à des gens qui le voient comme quelque chose de pas terrible, de cliché, tu comprends? Ça revient à tout ce qu'on se dit depuis le départ de cette conversation. Et ben, je prends un malin plaisir à ajouter et des mots en portugais et de la langue portugaise et des guitares fado et de l'accordéon portugais et des rythmes rancho folkloriques et puis j'y vais et puis plus je peux en mettre et plus j'en mets. Parfois sur certains titres, et c'est là où je te disais qu'on peut aussi se perdre. J'ai fréquenté des entreprises, des gens, des labels qui m'ont dit: «Ah non, tu pourrais pas, toi tu sais pas faire ça». Et moi, un peu con, je dis: «Bah si, je sais le faire. Attends, regarde, je te le fais». Donc j'ai fait deux trois titres comme ça où après j'écoutais, j'ai dit: «Ah, c'est pas mes préférés», tu vois? Mais bon, ça fait partie, comme je te dis, ça fait partie de la carrière de n'importe quel artiste. Par endroit, tu as peut-être fauté un peu sur un titre ou 2, mais en règle générale, sur 90 de tout ce que j'ai produit, je suis super fier de ce que j'ai fait. Parce que en plus d'être novateur, sans me lancer des fleurs, tu vois? Mais novateur dans l'approche, le jour où on a fait par exemple, j'ai un pote à moi qui me dit: «Voilà, je connais Linda de Souza, est-ce que ça te dirait de faire un truc avec elle?» Je dis: «Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec elle?» Et puis j'ai réfléchi après, je me dis: «Si, on va réunir les 2 générations, celle qui est venue de là-bas et celle qui est née ici. Et on va faire un texte là-dessus». Ah, tu vois, j'ai pris des cordes fado, j'ai tout construit, c'est moi qui ai fait la musique, tu vois? Linda, elle est venue en studio, enfin on s'était vu avant, bien entendu. Elle était ravie, tu vois? Parce qu'elle s'est dit: «Ah, mortel, c'est». J'ai voulu tailler un titre aussi bien pour elle, pour la mettre en valeur, que pour ma génération qui est née ici. Et on a fait quelque chose qui était plutôt sympa. Sauf que juste avant, elle n'avait pas fait le titre encore avec nous. On s'entendait super bien, tu vois. C'est une dame qui s'est fait, voilà, bon, j'en prends 5 secondes pour ça, mais c'est une dame qui s'est fait un peu couper dans tous les sens et découpée par un bon nombre de personnes qui ont voilà, pris de la thune. C'est au moment où elle était au plus bas, affaiblie, tu vois, qu'elle a su rebondir. Tu sais, quand tu as ce truc-là, que tu sais le faire, que tu sais que quand tu es au fond de la piscine, tu regardes aussi les gens comment ils réagissent. Surtout d'artiste à artiste, tu regardes et tu te dis: «Ah ouais, quand même, elle est pas con là, elle a compris qu'il fallait faire ci ou ça». Et il a fallu se plier au jeu des médias. Et moi, je me rappelle aller avec elle chez Canal+, où elle nous dit: «Faites votre truc». Et je me rappelle, on sortait l'album Conquistador. Et là, on arrive et on nous dit: «Ouais, quand Linda de Souza a fini son sketch, et ben vous venez avec toute la clique là». Je crois qu'on était cinq six Portugais, on est arrivé comme ça. Et on fait Conquistador, machin. Je vois, on arrive et tout. Mais je regardais le sketch dans les loges. Parce que tu me parles de est-ce qu'on subit le racisme, le patati, le patata. Juste avant ça, dans les loges, on a les espèces de gardes du corps à la con, ils m'occupent comme ça, là, tu vois. Et il y en a un qui se tourne vers l'autre, il fait: «Oh, Larissa, pourquoi vous êtes pas appelé la morue?» Et là, je dis: «Allez, c'est bon, ça part en cacahuète», parce que j'ai des mecs qui commencent à s'énerver avec moi. «Ouais, comment tu parles, patati patala?» Je dis: «Bon, ça c'est rien, c'est truc de teubé». Mais non, double couche. Linda Souza est en train de faire un sketch sur Canal+, et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça parle comme Chache. Oui, maintenant je fais du rap. J'ai dit, mais elle m'a pas prévenu qu'elle allait faire ça. Je me dis, ok, donc en fait, pour rebondir, faut se plier à ce game-là. Non, c'est pas possible. On était vraiment, et encore aujourd'hui, hein, quand je te dis les sketchs clichés, racistes, enfin, Axel Lafont, pour pas la citer, qui fait ses sketchs et puis qui s'habille avec des bottes en caoutchouc jusqu'aux pieds,
qui s'est collé 2 perruques sous chaque bras, qui dit: «Non, chez nous, le Portugal, allez, on fait la danse!» Et elle trappe des mains comme ça, et nous, on doit arriver à ce moment-là pour faire Conquistador. Et là, je te jure, je suis bloqué, il y a un blanc. Mais j'y vais quand même, tu vois. Et c'est quand je tourne ma tête que je vois ça, je fais: «Ah putain!» Je dis: «C'est quoi ce truc?» Et quand je sors, j'ai été la voir. Elle se fait démaquiller. «Alors, c'était bien?» Je dis: «Non, c'était nul». Je dis: «Ce que tu as fait, c'est ridicule». Je dis: «Tu oserais, faire, le blackface et arriver avec des gants blancs, et faire, "Bonjour, ah dis donc, dis donc"?» Je dis: «Tu le ferais pas ça?» Je dis: «Pourquoi tu le fais pour nous?» Et là, tu sais, elle a fondu là, tu vois? Elle s'est dit: «Ah merde». Elle est restée bloquée dans son truc, et je me rappelle, je sens mon bras, on me tire par le bras, on me dit: «Ah vas c'est bon, c'est des cons, on s'en va». Je dis: «Putain», je dis: «C'est ça l'expérience télévisuelle que je viens de subir, là, je subis là, que je viens de subir, c'est on est dans le ridicule le plus total, on est dans un espèce de truc ultra raciste». Je suis désolé, à ce moment-là, je me dis: «Ah non, là, j'ai pas bien fait les choses parce que, bah, du coup, je me suis fait prendre au piège», tu comprends? Bah, il y a eu plusieurs phases, en fait. Il y a la phase de, choqué, la phase de, d'acceptation, et enfin la phase de, compréhension. On va dire ça comme ça. Au début, je suis au mal criado. Après, bah, il y a cette phase où tu es obligé d'insister, donc il faut que, bah, ouais, ouais, ils sont là, c'est vrai, on peut pas non plus, ah ouais, c'est quoi cette équipe? C'est quoi ce label? Ah putain, les titres, ils partent un peu de partout, il y a des albums, il y a machin, il se passe des trucs, voilà, donc on s'impose, si tu préfères. Et puis après, bah, il y a la phase où, bah, oui, c'est bon, on l'a compris, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il fait. Et après, c'est aussi une phase que franchement, je suis pas, toujours, je fais pas que ça. Je fais pas que, inclure du fado ou du folklore ou du portugais dans ce que je fais. Il y a parfois des titres qui sont très, très rap, d'autres qui sont un peu moins. On connaît l'ADN de la harissa. Mec qui fait du hip-hop, du rap, du reggaeton, enfin toutes ces musiques urbaines là, et il inclut à l'intérieur sa touche portugaise. Bon, OK, ça on a compris. Et parfois, bah, je m'évade parce que j'en ai besoin aussi, tu vois? Et je cherche pas forcément le hit ou le tube ou le je sais pas trop quoi. Juste comme ça, parce que, bah, je pense qu'il faut toujours montrer de quoi tu es capable, sans forcément attendre que derrière, il y ait des résultats, de folie. Ça arrive que parfois, je sors des trucs et je sais déjà que quand je vais le sortir, il se passera pas grand-chose. Mais c'est parce que j'ai envie de le faire. Montrer aussi que je sais pas faire que ça. Surtout que maintenant, avec le système de streaming, aujourd'hui, on consomme plus du CD, on consomme par, bah, par notre téléphone, par l'ordinateur, mais surtout par le téléphone. Donc tout est en streaming. Bah, ça a changé la donne. Avant, on sortait des albums pour que tu aies l'album avec toi, que tu l'emportes partout. Maintenant, c'est plus titre par titre. Il y a beaucoup d'artistes qui ont laissé tomber les albums pour sortir du titre par titre. Bah, quand tu fais du titre par titre, faut surtout pas te mettre dans l'esprit que tout ce que tu vas sortir, ça va forcément être un hit, un tube ou je sais pas quoi. Tu as des endroits où tu vas, où tu as envie de le faire parce que c'est ton côté artistique qui te dit fais-le, et pas ton côté calcul. Ah, Oshala, j'avais envie de mettre un point d'honneur à ce que je suis, ce qu'on est. Mais tu sais, comme mon thème qui revient souvent, c'est celui qui me tient le plus à cœur, c'est le Portugal, la saudade, et que, j'en parlais avec, une personne avec qui je travaille, qui est un artiste aussi qui fait du rap, mais en genre tu connais pas, non, ce genre de ce genre de type, qui sont toujours là, mais qui veulent pas se mettre en avant, mais qui veulent, tu sais, qui prennent du plaisir à faire un truc en amateur, mais qui ont quand même ce truc pro. Je sais pas comment t'expliquer. Et ce pote s'appelle Walid, il se reconnaîtra. Et il me dit: «Chris, c'est quoi ton problème en fait?» Je dis: «Bah, j'ai l'impression de parfois réécrire, un texte, et il ressemble à l'autre d'avant, puis l'autre d'avant». Il me dit: «Je sais plus quel mec disait ça». Je dis: «Ouais, OK, bah, c'est bon, ça m'avance». Il me dit: «Mais tu réécriras toute ta vie, tu vas écrire la même chanson, mais en 50 000 versions différentes. C'est pas grave en fait». Il me dit: «Ou alors en ce cas-là, il faut demander à Charles Aznavour il me dit: "Si tu lui enlèves toutes ses chansons d'amour, il y a plus rien"». Il me dit: «Il lui reste trois quatre 3-4, musiques quoi, tu vois? 3-4 chansons». Et je dis: «Ouais, t'as sûrement raison». Tu vois? Des fois, on discute comme ça, puis je me dis: «Ah ouais, putain», c'est au cours d'une conversation comme celle qu'on a là maintenant, que tu dis: «Ah ouais, putain, ouais, c'est vrai. Alors je le fais, vas-y, tu sais quoi, après tout». Et boum, Oshala, il est arrivé comme ça, si tu préfères. C'est après ce genre de conversation que je me dis: «Ah non, je l'ai sur le cœur le truc, je veux l'envoyer comme ça».
Et Oshala, il parle de nous, il parle de moi, il parle de Saudade da nossa terra, tu vois, de ce qui fait que quoi qu'on en dise, quoi qu'il en soit, on a toujours le manque de là-bas. Je sais que dans le texte, il y a une phrase qui fait mouche. Et je l'ai vu parce que tu comprends bien que quand tu es avec des amis ou proches et tout ça, tu fais écouter tes trucs. Et quand tu fais écouter, ils disent ah, fais voir. Et à chaque fois, je vois, il y a sur ce titre, il y a une phrase qui parle de ma grand-mère, en fait, tu vois. Que bien sûr, dans tous les étés, dans la caisse, on allait retrouver nos racines, tu vois, le village, la maison. Au moment où je dis minha avó, lâcher les malles et me jeter dans ses bras, mais elle n'est plus là. Comme Riumi se laisser tomber dans la mer, ne m'en voulez pas, j'ai plus de là-bas que d'ici. Ouais, alléluia, il pige enfin pourquoi je chante Minha Terra. C'est ça l'idée forte. Parce que c'est à partir de là que tu sais que, moi je parle avec toi, mais je sais que toi tu as le même ressenti sans te demander, sans te poser la question. Je sais que c'est ton histoire. Donc et tu as des passages comme ça dans le texte, ils sont super forts, et j'avais envie de les dire et j'ai envie de les balancer, et puis voilà, je les ai balancés. Minha avó, lâcher les malles et me jeter dans ses bras, mais elle n'est plus là. Comme Riumi se laisser tomber dans la mer, ne m'en voulez pas. J'ai plus de là-bas que d'ici, ouais, alléluia. Il pige enfin pourquoi je chante Minha Terra. Mon paradis là sous les vignes et les champs. Non, les scènes, en fait, on a produit, je dis encore on, parce que c'est toute une équipe, donc Carla et Polo en tête de liste. On a produit, enfin, eux ont produit, moi je suis juste derrière et j'appuie, ce qu'on appelle les Noitada Portuguaises, qui sont des espèces de grands regroupements comme ça, où on essaie de mettre au maximum le Portugal en avant, parce que enfin, je crois que c'est la première fois qu'on a vu 3000 et quelques personnes se réunir autour d'un phénomène qui était le phénomène des Rusgas. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Rusg, c'est simple, c'est tu viens danser folklore, mais habillé comme si tu allais en boîte de nuit, quoi, tu vois. Enfin, jean, enfin, boîte de nuit, on se comprend. Hein, c'est pas forcément avec tous les froufrous, les jupons, les trucs, le machin, on lince, tatati, tatata. On a commencé à discuter, on s'est dit, tiens, ça peut être sympa de faire une espèce de comme mini-festival de ce genre de truc, tu vois. On a ramené de la bouffe sur place, et puis on s'est dit, bah tiens, on va mettre la harissa, puis tiens, on va mettre machin, puis tiens, on va mettre truc, puis on va mettre des DJ, puis en fait, on a réuni toute une portugaisade, tu vois, autour de cette idée. Et on s'est dit, bah tiens, vas-y, on en balance une, et puis on en balance deux. Puis là, ils sont en train de vouloir faire la volume 3, et puis il y aura peut-être la volume 4 ou la volume 5. Alors, je sais, je les connais un peu. Les personnes dont je te parle, c'est des gens qui sont passionnés plus qu'autre chose, tu vois, qui font pas ça forcément pour l'argent, même s'il y a de l'argent, évidemment. Mais donc, je pense qu'on va bientôt entendre parler de ça, d'un retour de ce genre de scène. Moi, je suis très accro à ça. Après, pour ce qui est des dates de l'Harissa, oui, bien sûr, il y a des dates un peu partout qui vont être prévues à partir de la rentrée. Cet été, j'ai pas forcément... voilà, j'ai dû décliner 2-3 offres pour partir au Portugal parce que j'ai des choses à réaliser là, ici. Mais ouais, peut-être l'année prochaine. Ouais, y a, en tout cas, des dates, oui, il y en a plusieurs qui arrivent. Merci Chris d'avoir accepté de te confier à mon micro et d'avoir profité de cette conversation pour développer de nombreux sujets importants pour toi qui feront écho aux auditeurs d'origine portugaise ou non. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir le travail de la Harissa et suivre toutes les actualités sur Facebook ou Instagram. Tous les liens sont dans les informations de l'épisode. Je clôture avec Chris la saison 2 du podcast Agosto pour une petite pause estivale. Continuez à écouter, partager et commenter les épisodes pendant l'été afin d'exploser les compteurs et me permettre de vous préparer encore de belles rencontres. À très bref!